Donc voilà, Clémentine Joly. Moi, je suis sortie d'école il y a quelques mois et j'ai eu de la chance de pouvoir m'installer avec mon ancien patron qui est entrepreneur dans le paysage sur Sainte-Maxime. Donc moi, ce que j'ai la chance de pouvoir faire, c'est de pouvoir faire plusieurs facettes en fait, du métier dans l'atelier, même si effectivement on est plutôt orienté sur la clientèle privée sur le golfe de Saint-Tropez. J'ai quand même une opportunité de travailler sur du marché public, sur l'aménagement d'un parking sur la commune du Plan de la Tour. Donc ça a été une première expérience pour moi où j'ai vraiment été lancée dans la cage aux fauves avec toutes les procédures un peu complexes et puis toutes les choses que malheureusement on ne pratique pas forcément à l'école sur les procédures et les réglementations. Donc ce qui est bien aussi, c'est qu'avec la FFP, là, la FFP vient de lancer un système de parrainage sur lequel je viens de m'inscrire pour ce genre de projet. Donc ça, c'est la facette que j'aimerais développer plus dans l'entreprise parce que c'est pour cette raison en fait, que j'ai choisi le paysage, c'est faire du projet pour le plus grand nombre, offrir une amélioration du cadre de vie pour le plus grand nombre. Et aussi, du coup, ça passe par une phase d'enseignement, de pédagogie et de contact avec les populations plus jeunes. Donc là, les images, ce sont des ateliers qui ont été faits à Marseille l'an passé. J'étais encore étudiante. Donc pour le jardin, la création d'un jardin d'un CDI. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que voilà, le contact avec les plus jeunes et la transmission, c'était une facette aussi que j'avais vraiment envie de déployer dans mon activité. Et là, j'ai la chance, à partir de février, de pouvoir animer quelques ateliers en milieu scolaire dans des écoles du Var, sur le paysage varois, où on va, avec des CE2 et des CM1, parler de qu'est-ce que c'est que le paysage, qu'est-ce que c'est que votre paysage, de quoi il est constitué, comment on le représente, etc. Et montrer que du coup le paysagiste, le présenter, parce qu'on le connaît peu, et montrer qu'il a vraiment un rôle à jouer sur le paysage, sur notre territoire au quotidien. Et qu'on peut aussi chacun, à notre échelle, participer à ça, contribuer à ça. Et pour le coup, là, ça fait bientôt 4 mois qu'on est lancé. On travaille surtout sur de la clientèle privée. Donc dans le golfe de Saint-Tropez, c'est des aménagements de jardins de taille variée. Et en fait, j'ai été assez surprise, c'est vrai que c'est pas pour ça que j'ai choisi ce métier, mais j'ai été assez surprise de me plaire là-dedans. C'est assez gratifiant. Voilà. Il y a des clients qui sont parfois très exigeants, mais leur proposer des choses un peu alternatives, de commencer à initier chez des particuliers qui n'ont pas forcément ces préoccupations-là, les problématiques de la sécheresse, de l'eau, de l'arrosage. Donc initier des jardins secs, initier des jardins comestibles. Et pour le coup, ça permet d'essayer de semer des petites graines avec nos valeurs dans les têtes des particuliers aussi. Et qui communiquent beaucoup entre eux. En général, c'est des gens, les gens qui ont de l'argent pour lesquels on travaille ont un réseau et du coup échangent dans ce réseau. Donc c'est ce qui est intéressant aussi. Et au final, je me rends déjà compte que ce soit sur du marché public avec des élus ou avec des usagers, des particuliers ou bien des scolaires, en fait on a des graines à semer partout pour pratiquer notre métier, pour parler de notre métier, pour parler du paysage et du territoire, y compris moi avec mon patron qui n'est pas paysagiste concepteur et en fait au final qui me fait confiance mais à qui tous les jours je fais un petit peu découvrir le métier de paysagiste. Donc voilà, c'est une première expérience pour moi. C'est vrai que je ne me destine pas à faire du marché privé toute ma vie, j'espère. Mais c'est une première expérience pour moi qui est fraîche, mais qui me permet de rentrer dans le métier et
enfin, c'est chouette, quoi. Je suis contente d'avoir choisi ce métier, d'avoir choisi cette branche. Bien de vous le dire. Ouais. Trop cool. Voilà. Merci. Donc Yannick Ronzoni, moi je suis paysagiste concepteur DPLG, c'est-à-dire ancienne génération, entre guillemets. J'ai une agence qui s'appelle 139 Paysages, qui a été créée en 2011. On travaille aussi bien sur les missions de maîtrise d'œuvre que sur le grand paysage, notamment sur des atlas, des plans de paysage. Que vous dire d'autre? J'ai plusieurs casquettes en tant que paysagiste concepteur. Je suis paysagiste conseil au niveau de la commission départementale de la nature, des sites et des paysages, au niveau de préfecture des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes. Et en même temps, j'enseigne donc sur des BTS, GPN et à l'université en licence pro RSE. Voilà, donc c'est un peu tous les aspects de notre métier. Là, je vais plus me focaliser sur un projet qu'on a fini, réalisé, qui a mis un peu de temps, mais qui a abouti. Donc c'est une mission de maîtrise d'œuvre qui s'est déroulée sur la préfecture des Alpes de Haute-Provence à Digne-les-Bains. Alors, là on est plus sur des représentations graphiques, un peu pour contextualiser le site quand même. Donc on est sur une place de village, un centre ancien, dans un périmètre de protection d'un monument historique. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce projet a été soumis à l'ABF et on a eu 2 refus du permis d'aménager. Donc un projet qui s'est fini en 2021 et qui a débuté en 2018. Voilà. Donc le temps sur le projet peut être long, comme des fois très court, mais c'est souvent très long quand on est sur des sites comme ça à haute valeur patrimoniale. Donc on a ici donc, le réaménagement de cette place avec une prise en compte du végétal existant. Et pour la petite histoire, on est en face du tribunal de justice, donc aussi avec une contrainte de protection de ce lieu-là et d'espace public. Différents acteurs, donc ABF, tribunal, président du tribunal, les résidents, qu'il ne faudra pas oublier, et une volonté aussi de garder le patrimoine végétal existant, sachant que dans les études préalables, on avait fait faire un état des lieux du patrimoine, donc de ces arbres qui étaient présents, et l'ONF nous demandait de tous les couper, de tous les abattre. Ce qui n'était pas la volonté de l'ABF non plus, et non plus notre volonté. Donc sur une dizaine d'arbres, on en a abattu un par rapport à une problématique de structure. Après, tous les autres, on les a conservés en mettant en avant que ces arbres étaient un peu en souffrance par rapport à la problématique de leur sol. On avait tout bétonné, tout bitumé. Donc l'objectif, c'était aussi de redonner du sol à ces végétaux. Donc là, vous avez les projets qui sont faits. Donc la finalité du projet aujourd'hui, c'est ce que vous voyez là. Donc on a le cours du tribunal qui est à ce niveau-là, numéro 6. Les platanes qui ont été sauvegardés, vous voyez ici, et on a ramené du végétal pour aussi donner un peu plus de... changer les ambiances, amener du fleurissement, et on a travaillé aussi sur toute une palette végétale qui, à terme, se suffira à elle-même. C'est-à-dire plus d'arrosage, même si vous voyez des réseaux aujourd'hui. Sur la première année, c'est une obligation avec les entreprises d'espace vert. Voilà. Pourquoi je vous parlais de la problématique tribunal? Parce qu'aujourd'hui, on est sur un espace public, c'est un peu la problématique qu'on peut rencontrer sur pas mal d'espaces publics, c'est de protéger cet espace-là vis-à-vis d'éventuelles intrusions. Et là, on est sur un lieu sensible, donc sans vouloir mettre des barrières, des plots de partout, il fallait trouver la solution pour dire on est sur l'espace public, mais en même temps, il faut qu'on ait quelque chose de qualitatif. Donc on a travaillé sur des bancs massifs, déposés et qui sont en fin de compte des bancs anti-béliers. Aujourd'hui, une voiture, si elle devrait rentrer, elle aurait des choses frontales avec ces éléments-là. Et donc ça, le tribunal a bien insisté sur ce point-là, sur cet élément-là. Que vous dire d'autre? Ce chantier était intéressant aussi parce qu'on a retravaillé sur les matériaux existants. Lorsqu'on a fait l'état des lieux, je ne sais pas si vous voyez, on avait tout un tas de petits pavés, des petits pavés avec un carré là qu'on trouve un peu sur tous les espaces publics. Et l'objectif, c'était de dire, on a de la matière, pourquoi aller chercher encore autre chose? On va travailler avec l'existant. Projet
récupéré la plupart des pavés pour refaire des espaces de cheminement. Donc ça s'est bien passé, même si l'entreprise qui a été adjudicatrice du projet, au début a un peu rechigné en disant votre projet va coûter plus cher que d'aller racheter des nouveaux matériaux, tout ça. Voilà. Donc du coup, on a maintenu notre position. On est arrivé à un résultat qui a contenté l'ABF, les élus et en fin de compte tout le monde avec un travail de très bonne qualité. Voilà un peu donc, comment s'articule aujourd'hui l'espace, avec des plantations diverses. Pourquoi cette photo? Parce que ça c'est la réalité d'un chantier. On est là, on dessine, c'est très bien, on a des idées, on les met en application, elles passent par les différents acteurs, par des validations des différents élus, des différentes parties, que ce soit ABF, que ce soit Madame le maire, que ce soit... Voilà. Et puis après, il y a la réalité du chantier. Ici, on se trouve sur l'emplacement de conteneurs de tri sélectif qui devaient être enterrés. Sauf qu'on est en centre-ville, centre ancien, et malgré les études préalables qui ont été faites sur la disposition des réseaux souterrains, on a des réseaux de gaz qui passaient là et qui n'étaient pas signalés sur les plans ou sur les études préalables. Donc l'entreprise a commencé à creuser. Bien sûr, on est tombé sur les réseaux de gaz. Et un réseau de gaz, si vous voulez le faire déplacer, il faut vous y prendre facilement 1 an et demi à l'avance. Voilà. Avec les concessionnaires, ça devient très compliqué. Sauf à leur dire que vous avez cassé la canalisation. Et là, vous êtes sûr qu'ils rappliquent de suite, parce qu'on est sur un danger imminent. Cela étant, d'autres complexités, c'est qu'il y a une complexité politique aussi. On avait des résidents qui étaient là, et à un moment donné, au regard de Madame le maire qui était un peu dans la phase de réélection, on dit nous on ne veut pas ces conteneurs-là, on les veut à notre emplacement et tout ça, alors que ça a été validé par les UP dans l'amour, ce positionnement. In fine, on a fait des trous, on les a rebouchés, on a remis une couche d'enrobé, et il n'y a plus de conteneurs. Voilà. Donc il y a par contre des conteneurs aériens qui sont, voilà, les conteneurs qu'on veut enlever ici, avec du tri sélectif, parce qu'il y a en plus une démarche de tri sélectif et de ramassage sur le collecte enterré, ne se sont pas installés, et donc on reste encore avec ces conteneurs. Voilà. C'est intéressant voilà, de vous montrer comment une réalisation qui peut être belle, sur laquelle nous on va travailler avec des objectifs qui sont validés par l'ensemble des acteurs, à un moment donné, en phase chantier, on retrouve des complexités, et il faut savoir rebondir, s'adapter pour que le projet reste fonctionnel et de qualité et esthétique. Et je crois que j'en ai fini. Il y a peut-être une autre, c'était l'éclairage, il me semble, de nuit, non? Ouais. Voilà. Voilà ce que ça peut donner aussi, l'autre facette. Donc c'est les ambiances, qu'elles soient nocturnes ou diurnes. Donc on a travaillé aussi avec un bureau d'études en éclairage. Bon voilà, ça c'est le cheminement, on avait des candélabres. Et pareil, aujourd'hui, sur tous les projets qu'on réalise mais depuis... Alors, c'est devenu un peu la mode, mais nous, avec l'école du paysage, ça fait un moment donné qu'on travaille dessus, sur l'écologie urbaine ou l'environnement. Donc il y a toute une considération par rapport aux nuisances, que ce soit aussi bien pour les résidents, mais pour la vie faune, la faune nocturne et ainsi de suite. Donc ce travail des intensités lumineuses, du type d'éclairage aussi, c'est un élément important dans tous les projets qu'on accompagne. Les bancs que vous voyez ici, là, c'est des bancs qu'on a dessinés nous. Alors pareil, ça aussi c'est la complexité à un moment donné de sortir d'un catalogue de mobilier pour dire aux entreprises, voilà, nous on a dessiné ça, mais on aimerait que ce soit ce type de mobilier qui se fasse. Alors c'est avec l'entreprise qui a été attributaire du marché, mais c'est aussi, comme c'est pas eux qui font le mobilier, de travailler après avec les fournisseurs pour avoir à un moment donné un mobilier que l'on souhaite, parce qu'on l'a dessiné, parce que ça correspond aux ambiances, parce que ça correspond aux besoins aussi des populations. Et voilà. Il y avait un élément à prendre en compte aussi qui était intéressant, c'est le fonctionnement de ce lieu-là. En journée, il est pris par, le tribunal, parce qu'il y a tous les jugements, il y a les avocats avec leurs clients qui viennent à l'extérieur du tribunal et qui ont besoin de s'asseoir, qui ont besoin aussi de trouver des petits coins un peu intimes pour discuter. Et après, une fois que le tribunal est fermé, ce sont les résidents qui viennent se réapproprier ce lieu-là et cet espace-là.
Donc il a fallu travailler avec ce double fonctionnement. Et si, je ne sais pas si je peux revenir sur le projet, en fin de compte, vous avez vu que le projet est linéaire. L'objectif, ça a été aussi de dire, au début, on devait raménager que cette place-là. Et dans un deuxième temps, il y a un collège qui est un peu plus loin. On avait une problématique de cheminement sur cet espace-là, avec les lycéens, les collégiens. Donc on a proposé à la collectivité d'étendre le projet et de le rapprocher au collège avec des cheminements sécurisés. Donc le projet ne s'est pas fait en une phase, mais il y a eu effectivement deux phases. Une première phase de réaménagement de la place des Récollets, et ensuite d'aller rapprocher ce lieu de passage avec le collège qui était derrière. Voilà. Aujourd'hui, c'est fini, c'est réalisé, ça fonctionne. Tout le monde est content, même l'ABF qui nous avait refusé 2 fois le permis d'aménager. Voilà. Et j'en ai fini. Bonjour à tous, donc moi je suis Nicolas Watté, je suis paysagiste concepteur installé au Bossé dans le Var. Je suis également au sein de la FFP, vice-président de la Fédération française du paysage, et je m'occupe de tout ce qui est relations internationales au sein de la fédération. Donc je fais un petit peu de pub pour la FFP, mais disons moi, parce que c'est un peu l'objectif aussi de partager ces expériences par rapport à la Fédé, et en fait moi je suis arrivé, je suis paysagiste en fait, j'étais paysagiste dans le Nord, avec un BEP, un bac pro BTS licence, donc sans diplôme de paysagiste concepteur. Et en fait, c'est vrai que j'ai été accueilli par la FFP il y a une quinzaine d'années pour justement accompagner finalement mon parcours de concepteur en fait dans une forme d'évolution avec de l'échange, de l'apprentissage, des formations. Et en fait, j'ai été habilité par la Fédération du paysage il y a une dizaine d'années. Et ensuite, donc, j'ai passé le titre de paysagiste concepteur, mais c'est vrai que du coup, la FFP, c'est aussi ce réseau en fait qui permet du coup de faire évoluer, de faire émerger en fait des pratiques un peu différentes et de pouvoir accompagner les professionnels. Donc voilà, c'était un peu pour le petit côté de ma vie. Donc moi, je suis un nordiste d'origine, donc je connais très bien l'eau. Et en fait, quand je suis arrivé dans la région, je venais en vacances ici, j'avais un rapport à l'eau qui était très plage, Méditerranée, enfin voilà, c'était un peu ce rapport-là. Et en fait, je vais vous montrer 2 projets qui montrent d'autres rapports qu'on a à l'eau et sur lesquels, justement, ce que j'avais déjà commencé à apprendre dans le nord de la France, j'essaie de les mettre un petit peu en pratique, donc avec 2 projets. Un premier projet qui est le village de Marques à Miramas. Donc c'est un projet qui parle de l'eau, mais d'une manière très différente de celle que je connaissais, parce qu'on est sur de l'eau d'irrigation. C'est quelque chose de très particulier, la plaine de Crau, justement, où on est sur une plaine qui est un ancien lit de la Durance, donc avec des limons, enfin voilà, et pas mal de dépôts, mais surtout un vrai réseau d'irrigation qui permet de rendre cette terre cultivable. Et de ces canaux d'irrigation naît un paysage, parce qu'on a toute une structure bocagère en fait qui vient créer des salles et des ambiances assez spécifiques. Et quand je suis arrivé sur ce projet de village de Marques, parce qu'à l'époque je travaillais dans un cabinet d'architectes, ok. Donc voilà, village de Marques, quand j'arrive sur le projet, on est sur des champs de foin de Crau, en culture, avec au milieu un mas et un projet qui est piloté par un groupe de promotion anglais, qui s'appelle MacArthur Glen et qui a pour projet dans ce secteur, en fait, qui est la partie nord-ouest de la commune de Miramas, d'aménager, dans le cadre d'une ZAC qui est pilotée par la commune et la communauté d'agglo, un équipement commercial en fait, qui vise à vendre des vêtements de marque moins chers. Donc on est sur des problématiques assez spécifiques sur le projet, d'accueil de public, avec donc une surface commerciale qui doit être totalement close et fermée, et autour des problématiques de stationnement de véhicules, d'accessibilité des piétons, et en même temps de créer du lien entre la ville et le centre. Donc on est sur des paysages qui sont très identitaires justement de la Crau irriguée, avec donc ces prairies et ce réseau de haies. On retrouve également tout un réseau de canaux et de filioles en fait, qui viennent irriguer ces espaces. Donc je trouvais que c'est un projet qui n'avait pas beaucoup de sens en fait finalement de faire un magasin sur des terres agricoles.
Mais j'ai essayé de lui donner du sens parce qu'en fait, de toute façon, c'est un projet qui était engagé et sur lequel il y avait du coup un appui politique et tout était avancé. Et donc, il y avait tout un tas de garde-fous qui avaient été mis en place en fait par les services de l'État pour aménager tout en conservant. Donc, on s'est appuyé sur des études environnementales avec certains milieux qui étaient importants à conserver. Et en fait, on a fait de ces contraintes pour certains et atouts pour d'autres un projet qui puisse permettre de donner un peu de sens. Donc, on s'est surtout appuyé sur des relevés, du coup, des continuités hydrauliques sur lesquelles étaient appuyées des structures paysagères en fait, qui venaient rythmer le site pour du coup appuyer le projet d'un équipement qui ait un impact en tout cas visuel le moins important possible, mais qui puisse aussi de permettre de conserver tout le réseau de structures paysagères qui étaient les haies et les prairies. Donc en fait on a un équipement commercial qui s'est développé sur ce secteur-là. Des réseaux de haies existantes qu'on a conservés en fait, qui étaient conditionnés du coup par la conservation des réseaux d'irrigation initiaux. Et toutes les prairies en fait irriguées pour le foin en fait servaient à alimenter la nappe qui servait pour l'eau potable de la ville de Miramas. Donc on avait une obligation d'arroser le site parce que si on n'irriguait plus, on n'avait plus d'eau pour les nappes et donc en même temps vu qu'on devait irriguer des parkings, il fallait trouver des solutions pour que cette eau qui était renvoyée à la nappe soit propre. Donc on a dans le projet deux types d'espaces, en fait, des réseaux d'irrigation qui sont conservés et à la fois des eaux de récupération des eaux pluviales, plus des eaux d'irrigation du quotidien pour alimenter la nappe. Donc on a un réseau ici sur les parkings en fait, avec des places de stationnement qui sont drainantes et des noues qui elles sont étanchées, qui permettent du coup de faire un parcours de l'eau où l'eau qui va venir ruisseler sur les parkings, elle est dans les noues, petit à petit circule en fait pour alimenter un grand bassin de rétention qui est en bas, mais avec un traitement par phytoremédiation de ces noues avant le rejet finalement dans la nappe. Donc les photos du site, en fait, donc on s'est appuyé sur les structures paysagères existantes, donc on a encore conservé beaucoup de boisements, les boisements intermédiaires ont été conservés, et le réseau de noues, on a réinterprété un petit peu cette image en fait, de la haie au sein du parking pour créer un peu de sens justement à ces chambres végétales justement où on a conservé des espaces de prairies, conservé des espaces de boisement et l'idée c'était d'essayer d'aller un petit peu plus loin par moment et d'inviter la clientèle en fait du coup à voir ce paysage de l'accro parce qu'en fait le leitmotiv en fait du promoteur c'est de faire du pastiche, clairement, c'est la première chose qu'il nous a dit. Nous, on installe un centre, on a une zone de chalandise de 300 km, les gens, ils viennent pour voir la Provence, en fait. Donc, on a voulu dépasser un petit peu cette image de la Provence, du champ de lavande, de l'olivier, pour, en même temps, pouvoir parler de l'accro. Donc, on parle un petit peu des deux au sein du projet, mais donc, montrer les canaux, les passer au-dessus, pouvoir s'y installer. Donc avec du coup des équipements de ce type-là, où le canal est toujours très présent à côté des équipements comme le restaurant qui va se trouver ici. Dès qu'on va accéder au grand parc en fait, qu'on a conservé comme une prairie de foin en fait, on traverse le boisement, on a une petite placette qui monte le canal. On a travaillé du coup avec un relevé des végétaux existants pour se glisser entre deux arbres d'une manière un peu sobre pour du coup conserver une bonne dynamique à ces milieux. Et on a un peu automatisé le travail qui était fait avant par les fermiers en fait sur la parcelle pour du coup avoir un peu d'automatisation pour le réglage des clavettes pour faire l'irrigation des haies en fait au fur et à mesure. Donc là on a une photo des noues en fait justement quand elles sont pas fauchées, les peupliers qu'on a implantés et là on a le grand bassin d'infiltration qui est à la fin du parcours de l'eau en fait. Voilà, et une deuxième mise en application qui était le jardin Charles Gaou. Donc là on change d'environnement, on est dans le cœur de ville de Brignoles, dans le Var, avec un parc qui est au sein du tissu. Donc on a le village médiéval de Brignoles qui est là, enfin le cœur médiéval de Brignoles qui est à cet endroit-là, et on a donc un parc qui est dans le centre, mais qui souffre
démo des années 70 et 80, c'est-à-dire qu'en fait on a des parkings un peu partout autour, et ce parc finalement avec le temps s'est retrouvé enclavé, abandonné, et c'est un petit peu le lieu où on a des pratiques de deal qui se sont installées et des mamies qui viennent faire leurs besoins aux chiens, et donc du coup le parc il est totalement abandonné par la population. Il a même perdu ses fonctions de traversée de quartier en fait pour accéder aux équipements à l'école. Et donc on arrive dans un environnement avec un parc qui est totalement à l'abandon, avec du potentiel en fait, avec des très beaux arbres et des relations avec la ville qui sont intéressantes mais abandonnées. Donc 3 espaces, le parc central qu'on a vu juste avant, la place des Trois Moulins qui est sur la partie nord en fait, qui est un espace enclavé, le parc est là-bas au fond, et la place Gavotti, le square Gavotti en fait qui est devenu un parking en fait qui fait que le parc au cœur n'est plus perçu, n'est plus vu. Donc au cours des études en fait sur le cœur de ville de Brignoles, on s'est rendu compte qu'il y avait une histoire de l'eau habituelle en fait sur le cœur de ville avec des nombreuses fontaines, un canal en fait qui longeait en fait notre espace de projet et qui était abandonné, et à force de recherche en fait on s'est rendu compte que la place des Trois Moulins elle s'appelait pas la place des Trois Moulins par hasard, parce qu'en fait il n'y avait pas 3 éoliennes, mais en fait simplement il y avait un canal qui passait par là et qui venait alimenter du coup des moulins en fait qui faisaient l'activité du cœur de ville, et en fait c'est ce qu'on a voulu révéler en partie dans le projet. Voilà. L'espace on l'a développé du coup en l'ouvrant avec une grande esplanade ici au nord, donc la place des Trois Moulins où on a remis au goût du jour le canal, le parc qu'on a créé avec une grande pièce d'eau centrale en fait qui vient rappeler ces grands bassins de stockage de l'eau avant de faire fonctionner les moulins, et la suppression des stationnements en fait qui est venue recréer du lien à l'échelle de la ville. Donc on avait travaillé sur la topographie parce que l'idée justement c'était de le rendre accessible au PMR, donc ça faisait partie des contraintes qu'on a intégrées dans le projet. Et pour arriver sur les images de la réalisation, du coup, voilà la place des Trois Moulins où on a à la fois intégré la circulation des personnes à mobilité réduite au sein d'un escalier en fait qui vient permettre depuis la ville d'accéder au parc, l'ouverture du canal d'irrigation en fait qui est aussi le canal qui faisait fonctionner les moulins pour le donner à voir parce qu'avant il était totalement caché sous la place. L'espace central, en cœur de ville, on est sur le parc public du centre-ville de Brignoles, donc on a fait un choix qui peut parfois paraître un contre-courant par rapport à ce qu'on fait dans les jardins où on essaye de limiter l'irrigation, l'arrosage, mais en fait là sur ce projet-là on avait de l'eau, et en fait c'est le seul espace de fraîcheur en fait pour les habitants en cœur de ville en plein été. Donc on a fait vraiment le pari de l'ombre, de la pelouse justement pour avoir un espace où on peut venir en fait se rafraîchir à proximité donc du bassin et du jardin. Et donc la suppression des stationnements sur l'esplanade Gavotti, justement, on a retravaillé sur une collection de CP, c'est ce qu'on avait vu en fait dans le cadre de l'analyse. Dans le jardin, on avait plein d'arbres en fait qui avaient des provenances un petit peu exotiques en fait par rapport aux habitudes des jardins brignoliers. On a retravaillé du coup sur cette collection de CP au sein de l'esplanade Gavotti. Voilà. On a essayé de travailler du coup aussi avec tout ce qu'on nous demande de faire actuellement pour limiter l'imperméabilisation, donc en travaillant justement sur la juste mesure de ce qu'on imperméabilise, sur la place de l'eau et pour les végétaux. De jouer un peu avec la topographie pour que les eaux pluviales, en fait, parce que tout le parc est inondable, c'est-à-dire qu'en fait, en cas de forte pluie, en fait, tout le parc va pouvoir accueillir tous les surplus d'eau, et du coup, sur la préservation, malgré tout, des continuités piétonnes, avec un cheminement en fait qui va s'enrouler comme ça autour de la pelouse pour permettre la pelouse donc, qui est ici, qui sert de jardin d'infiltration, et surtout de pouvoir continuer à avoir les fonctions de traversée de l'îlot à l'échelle de la ville.
Voilà, je pense que c'est la dernière. Donc avec le bassin qu'on a traité en cœur de ville, comme ça, avec un système de phytoépuration en fait, qui est sur la berge du bassin, en fait, qui permet à la fois d'avoir une eau qui est saine, propre, dans laquelle il y a du mouvement, et surtout de faire une mise en sécurité en fait, pour les jeunes enfants, parce qu'on a une crèche à côté, pour éviter les noyades. En fait. Donc du coup, on a une mise à distance des zones profondes, ce qui permet d'avoir un beau bassin ouvert en cœur de ville. Voilà. Bonjour à tous, donc je m'appelle Ken Novelas. Je vais vous présenter un peu, deux choses. Étant jeune professionnel, la création de l'agence avec mes collègues qui s'appelle Pouya Paysage, qui est basé à Marseille, sur le Vieux-Port. Et puis mon profil plus actuel de doctorant, donc vu que j'ai engagé un programme de thèse dit par le projet entre le laboratoire de recherche de l'École nationale supérieure du paysage, donc le LAREP, le laboratoire de recherche en projet de paysage, et l'université de Cergy-Pontoise. Donc voilà, je vais vous présenter un peu ces deux facettes-là de ma pratique de paysagiste. Donc on est 4 à sortir, enfin on est beaucoup plus dans la classe, mais en tout cas on se regroupe à 4 en 2017 quand on est diplômé. Il y a moi-même et mes 3 collègues Anna Blanc, Tristan Geffrey et Jonathan Patin à se retrouver plutôt dans nos manières de faire du projet à l'école. Et donc du coup, on intègre en 2017 une couveuse d'entreprise pour tester notre activité pendant 2 ans. Et on se met en relation avec des paysagistes plus expérimentés, d'autres corps de métier, parce qu'il faut le dire, on travaille avec beaucoup de gens, des écologues, des sociologues, des architectes, enfin, plein de gens. Et donc du coup, comme vous l'a montré ma camarade précédemment, essayer d'apprendre progressivement ce métier, se faire la main, au début sur des petites missions, et puis après sur des missions un peu plus grosses. Et donc voilà, on travaille, on est basé à Marseille, moi je suis marseillais, mes collègues viennent un peu de toute la France. Et on travaille sur ce quart sud-est français, et avec plutôt, je vais dire un peu pas mal de chance au début, parce qu'on travaille sur des projets que beaucoup de paysagistes recherchent, donc des parcs urbains. C'est un peu le Graal entre guillemets en termes de projet, parce que bon, on peut se faire plaisir et tout ça. Là, je vous ai mis un des premiers projets un des premiers parcs qu'on a réalisé, donc avec une équipe étendue, avec Cécile Mermier, qui est une paysagiste plus expérimentée, qui nous donne des cours à l'école, une architecte, un bureau de concertation. Donc le réaménagement d'un parc de 2,7 hectares à Juvignac, juste à côté de Montpellier. Donc c'est une commune qui reçoit beaucoup de personnes parce que ça a une forte pression urbaine, et donc du coup on le voit autour, c'est un quartier pavillonnaire, et donc ce qui n'a pas été construit, c'était un peu un parc fait de grandes buttes où on avait mis toutes les fondations, tous les sols qu'on avait excavés pour créer les fondations des maisons pavillonnaires, et donc du coup un sol totalement inerte. Donc du coup, on a travaillé sur à la fois la fertilisation du sol et la replantation d'un certain nombre d'arbres, vu que en fait, les arbres en noir étaient ceux déjà existants, et tout ça en vert, c'est tout ce qu'on a planté. Donc voilà, apporter de l'ombrage, faire un quartier vivant, et créer aussi un lieu fédérateur, un peu un lieu citoyen dans des quartiers un peu pavillonnaires où il y a peu d'activités, d'espace public, où on est un peu dans chacun son jardin. Donc aussi la création d'un parc dans une zone pavillonnaire, ça peut aussi fédérer, il peut y avoir des événements, enfin bref, la mairie attendait pas mal de choses de cet événement. Et j'ai appuyé sur la flèche évidemment, pour aussi engager cette démarche un peu citoyenne, tout un programme de concertation, de co-conception avec les habitants du quartier, les usagers, les associations sportives. Donc au travers, je vous ai mis la photo d'un grand repas qu'on a fait dans le parc. Donc aussi, le métier de paysagiste, c'est aussi être médiateur, essayer de faire aussi avec les contraintes. Nicolas vous a parlé des contraintes physiques. Il y a aussi le fait de s'appuyer sur la pratique des gens, ce qu'on appelle la maîtrise d'usage. Donc comment les gens utilisent le site, vont l'utiliser, pour qu'à la fin, le projet que l'on conçoit, les gens s'y voient aussi, que leur future pratique se voit dans le lieu qu'on a conçu. Donc vous voyez, on a commencé, là c'est déjà un projet on avait déjà, c'est après toutes nos petites missions, et par la suite on a eu la chance de travailler encore une fois avec des équipes étendues sur plus l'échelle de plan guide, donc plutôt
à une échelle plus urbaine, un quartier, là c'est le quartier des Liserons à Nice, dans des quartiers dits sensibles, qui ont été construits entre des collines, des cours d'eau et des autoroutes. Donc en termes de praticabilité d'un quartier et de bien vivre, on comprend qu'on est sur un quartier très ombragé, très refermé, avec une entrée d'autoroute voilà, qui laissait peu ouvrir le quartier sur le reste de la ville. Et donc là, du coup, on est dans un projet où on assume dans le plan guide et avec les services de la métropole de Nice de reculer une entrée d'autoroute pour offrir au quartier à ce qui s'ouvre vraiment sur le reste. Donc, et aussi, pourquoi pas essayer de profiter de cette proximité de la colline, ne pas l'avoir que comme une contrainte, encore une fois, que pas comme un élément qui est plus grand que ces bâtiments et qui fait énormément d'ombrage, mais plutôt aussi pour essayer de trouver certains espaces je dirais pas de parc, mais voilà, des espaces qu'on peut utiliser en tout cas le week-end ou en fin de journée. Donc comment on peut utiliser les éléments que l'on perçoit comme des contraintes, comme des éléments qui peuvent fédérer le quartier et lui redonner un peu une nouvelle dimension. Donc voilà, de 2017 à 2019, je travaille avec mes collègues sur ce type de projet-là, où on travaille de plus en plus sur des projets un peu plus grands. Au début, on a commencé avec des petites missions, et puis au fur et à mesure, on commence à être dans les appels d'offres, et co-traitant, voire mandataire, où on est tout seul, ça arrive. Et en 2019, moi, j'avais fait mon diplôme de paysagiste sur l'aménagement du littoral face au changement climatique, sur l'étang de Thau et la ville de Sète. Donc vous voyez, on change de problématique, mais à la fois c'est toujours pareil, c'est comment on fait avec les contraintes, le mieux vivre et tout ça. Et je me dis que face aux nombreux événements, aux nombreux rapports qu'on a du GIEC sur le changement climatique, comment en tant que maître d'œuvre, on peut aussi se saisir de ces questions. Et donc du coup, je décide de devenir doctorant. J'écris mon sujet pendant 1 an, qui est validé. Et donc, comme je vous l'ai dit, en partenariat avec l'école du paysage et l'université de Cergy-Pontoise, dans un programme de recherche dit par le projet. Donc, c'est pas que théorique, il y a aussi une part de pratique et comment la part projet, elle peut aussi renseigner la part théorique de la recherche. Donc, c'est vraiment un échange entre une part théorique et une partie pratique. Et donc là, mon sujet est un peu long, mais en gros, je travaille sur le réaménagement du littoral de l'étang de Berre et du golfe de Fos, au nord-ouest de la ville de Marseille. Et donc un territoire très industriel où il y a eu des grosses infrastructures à la fois de routières et à la fois de grosses industries polluantes et tout ça. Et donc du coup l'objectif c'est de voir à l'issue 2050-2100 comment on peut réaménager tous ces espaces en zone basse, donc dits potentiellement submergés à l'échelle de 2100. Et donc du coup, la théorie il y a une part théorique, on va dire, sur l'histoire de l'aménagement de l'étang de Berre et un peu comment sur toutes ces zones-là. Là, c'est une carte sur des prévisions de zones basses. Alors, il faut faire très attention avec ce type de carte-là, parce qu'on cartographie des choses, mais on n'est jamais totalement sûr de comment elles seront dans 100 ans. C'est plus indicatif pour essayer de prendre des décisions. Et le leitmotiv de la thèse, c'est comment avancer tout en intégrant une part d'incertitude assez forte dans ce qu'on décide potentiellement pour demain. Donc sur tous ces espaces que vous voyez grisés, qui présentent plusieurs hauteurs d'eau potentiellement à l'échelle 2050-2100. Par exemple, vous avez un repère, c'est l'aéroport de Marignane. Voilà, qu'on voit bien en vert. Et donc du coup, tous ces espaces-là, en fait, comment on peut à la fois se renseigner historiquement sur comment ils ont été aménagés, remblayés, comment l'homme a agi sur ces espaces, et de même, comment on peut intégrer toutes ces manières de faire, tous ces modèles d'aménagement qu'on a appliqués sur un territoire, comment on peut s'en saisir pour demain, pour se renseigner sur d'autres modèles. Du coup, je m'intéresse pas mal à la notion de biomimétisme, de bio-inspiration, comment on a des modèles du vivant qui peuvent nous inspirer, nous, dans la conception urbaine. C'est quelque chose que les paysagistes font, mais qui ne formalisent pas sous l'appellation de biomimétisme. Mais par exemple, Nicolas vous a montré comment on s'inspire des ambiances de la plaine de la Crau pour la réintégrer dans un projet qui gère l'eau, qui soit capable de créer des espaces publics, qui gère le stationnement. Donc vous voyez, quelque part, il s'inspire aussi de ce qu'il a vu avant pour le réintégrer dans le projet. Donc moi je m'intéresse plutôt au modèle du vivant, voir les mécanismes de certains milieux ou de certains animaux, comment je peux le réintégrer dans la conception urbaine. Et donc là, pour
comme je vous ai dit, ma thèse, elle inclut aussi une part de projet. Et là, c'est un concours d'idées qu'on a gagné. Alors, c'est pas sur le littoral, mais ça intègre une question du risque. C'est pour ça que je vous le montre, vu que la thèse, elle est très imprégnée sur comment on aménage face au risque. Et donc, du coup, là, c'est le quartier de la Caplette à Marseille. Je ne sais pas si ça vous parle. On a une grande activité et notre proposition, c'est de dire comment on reconsidère ce quartier comme une confluence, du fait que c'est la rencontre entre l'Uvonne et le Jarret. Aux dernières inondations de novembre, décembre, on a eu justement un grand débordement du Jarret qui a inondé tout ce quartier. Et donc du coup, notre parti pris dans ce concours d'idées-là, donc c'est le concours Amiter, c'est le ministère de l'écologie, le POUCA, enfin bref, plusieurs organismes même de scientifiques comme le CEREMA, qui posent des questions sur différents lieux en France et qui dit comment on peut aménager face au risque. Et donc nous, la question a plutôt été de dire comment on révèle ce quartier, comment on révèle cette dynamique de la confluence, et notamment en créant un second bras au Jarret qui vient de se jeter dans l'Uvonne et créer tout un système de parcs inondables et qui réintègre aussi une dynamique, encore une fois, comme je le disais, de mieux vivre dans ce quartier qui est un peu réduit dans sa vie urbaine par tous les fonctionnements des poids lourds, du fait que c'est en cœur une zone d'activité. Donc on a énormément de poids lourds, et donc du coup, on a des gens qui ont du mal à traverser tout simplement le quartier pour relier le cœur villageois de la Caplette et l'école. Et donc du coup, ce parc, il vient aussi proposer toute une trame urbaine qui permet et qui facilite les déplacements, la mobilité douce dans le quartier. Et comment on réintègre, en fait, on réinterroge la question de l'habitabilité, du lieu de vie de ce quartier de la Caplette, qui possède pas mal d'atouts au final, malgré sa situation de départ. Je pense que j'en ai fini. Ouais, voilà, c'était la perspective projet qu'on avait présentée. Au-delà de la perspective, un peu que ce soit du projet de l'agence jusqu'à la thèse, en fait, on s'est plutôt orienté sur, comme l'ont dit mes camarades, au final c'est notre métier de paysagiste, partager le projet, toujours avoir la question du mieux vivre, que ça soit aujourd'hui, et comme je vous le montre dans la thèse, même aussi demain, avec des projets prospectifs et en interrogeant nous-mêmes, quelque part, nos manières de faire du projet et nos manières de concevoir l'espace urbain. Merci. Je me suis présenté tout à l'heure, je suis Pierre David. Donc moi, en fait, avant l'école de paysage, j'avais étudié à la faculté des sciences de Marseille, en sciences de la terre et de l'environnement, de l'autre côté de la colline Saint-Charles, enfin voilà, de l'autre côté de la gare. Et après, j'ai passé le concours, et donc j'ai fait 2 ans sur le site de Versailles et 2 ans sur le site de Marseille. Et je vais vous montrer des photos, des images variées, pas forcément rattachées à un seul projet. En fait, moi, aujourd'hui, je partage mon temps entre une activité déjà avec les camarades de la FFP, d'animer le réseau, de faire des expériences de paysage. Ce sont des conférences débats qui sont filmées, qui sont toutes sur le site internet de la FFP. Donc c'est des espèces de leçons de paysage, de retours d'expérience de paysage, avec des paysagistes très expérimentés, d'autres moins, et c'est expériences de paysage méditerranéen, c'est-à-dire qu'on invite des paysagistes de tout le bassin méditerranéen, du Maroc, l'Italie, de la France. Donc il y a cette activité-là. Ensuite, je suis également salarié au CAUE du Var, le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Donc en fait, c'est une association. Il y a un CAUE par département, presque, en France. Il y a des départements qui n'en ont pas. Et donc c'est des associations qui font des missions de conseil et de sensibilisation auprès des collectivités publiques, auprès des élus, auprès des techniciens, auprès des particuliers, des gens qui veulent réaménager leur maison, isoler leur maison. Donc ça, c'est plus une compétence d'architecte. Mais aussi, du coup, sur des aménagements extérieurs et de la sensibilisation, c'est-à-dire de l'éducation au paysage, mais par des démarches artistiques, par des promenades paysagères. Et du coup, j'ai également une activité libérale de paysagiste indépendant, avec des commandes, donc je vais en montrer quelques-unes, et également avec l'agence, en collaboration étroite avec l'agence Wagon Landscaping.
Donc ça c'est un dessin en fait de Marseille, je ne sais pas exactement à quel endroit c'est, j'ai oublié, mais en fait c'est la métropole ex-Marseille-Provence qui était en train de faire son SCOT, le schéma de cohérence territoriale, et en discutant avec les géographes, les urbanistes qui étaient chargés d'élaborer cette espèce de méga document de planification, quelles parcelles on va urbaniser, etc., etc., ils étaient un peu interpellés par le fait qu'ils avaient ramené énormément de photographies du territoire, de leurs arpentages, et il leur manquait les têtes de chapitre. Donc en fait, Jean-Noël Gonzalez, qui est géographe et urbaniste et qui était dans l'équipe pour la mission, il m'a invité en fait à faire des archétypes de paysages, des grandes familles de paysages. Et donc j'ai été payé en fait pour faire, je sais plus, 23 dessins de paysages caractéristiques. Donc, voilà, le noyau villageois avec la rue et puis les grands ensembles derrière. Ça c'est un paysage métropolitain. Et donc ce qui était intéressant, c'est que par le dessin, si on avait montré la photo, on aurait directement reconnu l'endroit. Et par le dessin, en fait, on a trié les informations et on est arrivé à un niveau d'abstraction qui a fait que cet endroit, ça peut être à Aubagne, ça peut être à Martigues, ça peut être à Aix. Et donc voilà. Donc tout ça pour dire que c'est important de dessiner et que après on peut être payé pour faire des dessins. Donc c'est plutôt intéressant. J'ai décalqué des photos. Ça c'est un autre type de dessin, c'est une cartographie, c'est les fonds sous-marins de l'archipel de Riou. Là c'est les Goudes, ça c'est Calelongue, donc c'est le parc national des Calanques, la rade sud de Marseille. Donc ça c'est une approche cartographique en fait, avec le parc national des Calanques. Ça c'était une carte que j'avais fait pour faire un outil pédagogique, pour montrer en fait comment était ce paysage-là il y a 20 000 ans, quand la mer était 100 mètres plus bas. Donc on avait du coup cartographié le relief pour montrer ce que ça donnait. Et évidemment, il y a la grotte Cosquer, du coup, donc les hommes préhistoriques, les femmes préhistoriques, et se nichaient au pied de la falaise, et donc avaient cette espèce de plateau devant eux. Donc voilà, cartographie aussi dessinée, voilà, de réinterprétation. On a continué ensuite le travail avec le parc national des Calanques, puisqu'ils ont fait un plan de paysage sous-marin. Donc en fait, un plan de paysage, c'est une grosse démarche qui dure 3 ans. Pendant un an et demi, on analyse les paysages, on rencontre les acteurs, on rencontre les gens. Ensuite, on émet des objectifs de qualité paysagère, c'est-à-dire, ce serait quand même pas mal si on allait dans cette direction, partager la connaissance, voilà, c'est vraiment des objectifs. Et ensuite, on écrit un plan d'action. Et donc nous, avec l'agence Coloco, qui est une agence de paysage basée à Montpellier, avec Gilles Clément et avec Andromède Océanologie, qui est un bureau d'études du coup en études des fonds sous-marins, on a accompagné le parc national des Calanques sur ça, donc avec des ateliers à chaque fois avec les pêcheurs, les plongeurs, les gestionnaires d'espaces naturels, en salle. Moi j'étais chargé du volet concertation, et en salle et en bateau. Donc en fait là on est en bateau, et il y a un plongeur qui était sous la mer, par définition, et qui était connecté avec nous, et qui nous envoyait ce qu'il voyait. Donc on faisait l'atelier et on cartographiait sur le bateau ce que lui voyait en dessous, parce que on n'aurait pas pu emmener 40 personnes sous la mer. Ça c'est l'Ardèche, c'est une étude paysagère sur l'intégration des bases de canoë-kayak dans l'Ardèche. Et en fait, c'était tellement grand le périmètre d'étude qu'on a imprimé les photos aériennes de l'Ardèche et on a pris du papier calque et on a dessiné les 40 km de rivière Ardèche avec voilà, les terres agricoles, les noyaux villageois, les villages, les maisons, les campings. Et ça a servi ensuite de base à tout le monde pour se repérer à la fois le côté touristique et à la fois le côté aménagement. Ça, c'est un exercice cartographique d'implantation d'une centrale photovoltaïque dans le parc naturel régional des Préalpes d'Azur. Et donc, voilà, là on n'a pas dessiné à la main, on a dessiné à l'ordinateur. Et l'idée c'était de se représenter ce que c'était 15 hectares à l'échelle d'un piémont de collines, à l'échelle d'un golfe, à l'échelle de prairies, et essayer de voir les endroits critiques, c'est-à-dire les endroits où ça allait être le plus moche. Et en fait, on s'est rendu compte étonnamment que la centrale photovoltaïque, on ne pouvait pas ne pas la voir, et que plutôt que la cacher derrière des haies d'arbres, derrière
des talus qui auraient coûté de l'argent et qui auraient mis du temps à pousser, les arbres, etc. Une centrale, elle dure 40 ans, donc si l'arbre il est bien au moment de 40 ans, c'est un peu dommage. En fait, on s'est rendu compte que c'était plus intéressant d'assumer des vues, des angles de vue sur cette source d'énergie nouvelle qui arrive. Les parcs naturels régionaux, ils ont un objectif d'autonomie énergétique. Donc en fait, tout ce territoire-là a besoin de ces panneaux solaires, et en même temps, on va couper 15 hectares de forêt pour les installer. Donc c'est toute l'ambiguïté de ce truc-là. Et là, pareil, on a fait des dessins du coup de vue, par exemple, voilà, la ligne de crête avec les panneaux solaires qui arrivent là, le sentier, comment est-ce qu'on gère, parce que les panneaux solaires sont très inflammables. Donc en fait, c'est un régal de les installer dans la forêt méditerranéenne. Et donc de montrer comment est-ce que ce talus, on le jardinait en fait, comment est-ce qu'on enlevait les branches basses des pins pour qu'il y ait moins de masse végétale, pour que ça brûle moins le jour où ça va brûler, comment est-ce qu'on enlevait les arbustes et pour ne garder que des vivaces en bas, et donc évidemment ça fait une fenêtre de vue sur ces éléments-là. Ça c'est avec Wagon Landscaping, à l'agence de paysage. On a été invité en fait au Mont Faron à Toulon. C'était avant que je travaille au CAUE du Var à Toulon, qui est aussi basé à Toulon. Et en fait c'était le toit de ce bâtiment-là. Donc ça c'est de la caldérite, c'est vert, et c'est la couche d'étanchéité en fait du musée. Et donc on a fait des tests de portance de ce bâtiment-là, et on a trouvé personne pour nous signer un papier qui disait qu'on pouvait mettre de la terre, des cailloux, de l'arrosage et des plantes. Donc la seule personne qui a bien voulu nous signer quelque chose, c'était le gestionnaire du site et le propriétaire du site, qui est l'armée, et qui nous a dit vous pouvez mettre 40 kg par mètre carré. Donc moi je pèse 80 kg, donc j'étais un peu embêté en marchant sur ce toit parce qu'il ne s'effondrait pas, donc c'est un peu aberrant. Mais on a dit ok, ben on va faire un jardin qui pèse 40 kg par mètre carré. Donc en fait on a pris une couche de terre de 4 cm, par-dessus on l'a recouvert d'une couche de gravier de 4 cm, qui n'est pas un gravier plein, mais qui est en fait une puzzolane, donc la roche volcanique italienne, qui est très très légère. Et après on a ensemencé ça, on a jeté des graines, enfin, avec une entreprise, je veux dire, là on a conçu ce jardin et après on l'a fait réaliser par une entreprise. Et on a planté des toutes petites vivaces, toutes petites parce que ça coûte moins cher et qu'il n'y avait que 8 cm d'épaisseur, donc si la hauteur du pot faisait plus que 8 cm, le pot aurait dépassé. Et ça c'est 3 mois après. Et aujourd'hui ça a continué à pousser, tout simplement, donc on est plutôt content. Et ça a coûté un peu cher comparé vu l'épaisseur. Mais ça a permis d'assouplir comme ça la perception de ce mémorial du Mont Faron. Oui, parce que je n'ai pas raconté, mais du coup c'est un musée sur le débarquement de Provence. Et ça c'est à Amiens, c'est un jardin qu'on a fait avec les paysagistes Gwenaël Charrier qui est installé à Grenoble, et David Bellamy et Florine Lacroix qui sont installés en Ardèche. Donc David, en fait, notre copain David, il est picard, enfin il est à moitié picard. Donc à Amiens, on a fait un jardin dans les ortillonnages d'Amiens. En fait, on s'est occupé d'une île qui était enfrichée par un bois d'aulne glutineux qui avait tous poussé en même temps. Donc les ortillonnages d'Amiens, c'est des îles artificielles en vase, un peu comme Venise, mais en potager. Et en fait, on prend la vase des canaux et on fait des îles avec, et après on plante des légumes sur ces îles-là. Évidemment, il n'y a plus d'agriculteurs. Il y en avait un il y a 10 ans. Là maintenant, ils sont un peu plus nombreux, mais voilà. Les légumes nourrissaient Amiens il y a 200 ans et partaient en train à Paris. Et donc cette île, elle s'est complètement enfrichée. Donc ce qu'on a fait, c'est elle est devenue un bois. Donc il a fallu qu'on trie à l'intérieur de ce bois. On a coupé des arbres, on n'a rien planté, on a coupé. Et à l'intérieur de ce bois-là, on a trié des espaces ouverts où on allait de nouveau laisser rentrer la lumière et des espaces où on allait au contraire garder la forêt, enfin garder ce boisement de friches. Et en fait, l'île, comme elle n'était plus utilisée, elle avait tendance à s'éroder sur les bords, parce que c'est de la vase en fait. Donc c'est un peu comme les restants qu'ici, mais en vase. Et donc il y a un système de bois, de pales planches en bois pour tenir tout ça. Tout ça a été complètement parti. Et donc on a l'île en fait qui s'érode petit à petit, qui diminue. Donc nous on a choisi de faire des bancs
qui seraient aussi des quais, puisqu'on accède à ces îles en canot. Donc c'est des banquets, et qui sont creux, et qui servent en fait à stocker à l'intérieur les résidus de taille de l'île. Donc voilà, là le monsieur il est assis sur un tas de déchets verts, parce que ça s'ouvre en fait et on stocke à l'intérieur. Bon, après on a vissé parce que c'était un peu dangereux. Et donc voilà, on est sur l'eau comme ça, et ça c'est les petites barques, et les gens en fait c'est dans le cadre d'un festival, Art et Jardin, le festival international des jardins d'Ortillonnage d'Amiens. Et c'est un jardin qu'on a fait en 2019. Il y a un jardin wagon landscaping aussi qui a plus de 10 ans et qui est plutôt en forme. Et ça, c'est un peu pour raconter la gestion qu'on a fait. C'est qu'on n'a rien planté. Donc, bon, ça, c'est pas un aulne, c'est un joli saule, un saule, qui était sûrement là avant les aulnes, vu la taille. Donc lui, on a décidé de le garder. Le problème, c'est que comme on lui a enlevé les aulnes qui lui faisaient à l'abri, il y a eu une tempête, il y a un morceau qui est tombé par terre. Donc c'était une main qui est devenue une main à quatre, mais voilà. Donc il a fallu faire des trouées dans ce boisement, tout en respectant la sécurité. Et en fait, on a installé un système de piquets en châtaignier, tous les 80 cm, pour clôturer l'espace visuellement, avec des petits branchages en bas pour casser le pas, et donc expliquer en fait que ici on marche et ici on ne marche pas. Et donc la première année, c'était un sous-bois nu, donc on a mis des piquets dans un sous-bois nu, et en fait la végétation est plutôt explosive là-bas, parce que ça manque pas d'eau en fait, et il fait très chaud en fait. Et donc du coup ça a complètement explosé, et donc on s'est retrouvé avec des allées bien tondues et des espèces d'énormes masses, parce que là où on fait venir la lumière, la strate herbacée annuelle, les graines sont dans le sol et puis elles arrivent, et en fait ça a complètement explosé. Et dans le sous-bois, on a une végétation de sous-bois qui a continué à se développer. Et comme on n'a rien planté, en fait on a fait des relevés botaniques dans l'île, et on a pris des fers à béton. On a acheté des étiquettes sur un truc de jardin là, sur internet, et en fait en repérant le nom des plantes, on mettait des piquets en disant cette plante pousse ici, donc la moline bleue elle est là, tout ça. Et en fait, quand les plantes annuelles ou bisannuelles se déplacent, ou quand il y a une nouvelle plante qui arrive, on déplace le fer à béton et on déplace l'étiquette. Ça fait un jardin d'étiquettes. Ça c'est quelques photos du CAUE du Var. C'est-à-dire qu'en fait, moi, mon travail, c'est d'aller dans les territoires, d'aller voir à Entrecasteaux pour aménager un cimetière. C'est enregistrer des gens qui parlent en occitan sur le paysage pour faire un parcours sonore et un conte sonore dans le village. C'est faire des interventions végétales dans le centre-ville de Toulon, faire des ateliers de concertation avec les gens. Ça c'est mon cousin, ça c'est moi. On était à Tours, on a fait une promenade. Voilà. Donc c'est une facette du métier où je dessine pas d'espace, je n'assure pas la réalisation concrète de jardins, mais j'accompagne en fait des collectivités et des particuliers dans leurs projets de paysage. Ça c'est la plaine de Signes, et ça c'est le rocher de Roquebrune. On a travaillé avec un photographe qui s'appelle Vivien Hérol, et en fait on a fait une exposition qui s'appelle Percevoir l'intime des paysages du Var. Et c'était mon premier projet de paysage immatériel en fait qu'on a fait avec le CAUE du Var, puisqu'on a permis avec ces 23 photographies de transformer le regard que les habitants du Var, participer à transformer le regard qu'ont les habitants du Var sur leur propre territoire, le pas de la porte. Ça c'est le lac de l'Aréna avec une espèce de pagode, enfin voilà. Et donc c'est le paysage, la définition du paysage, la Convention européenne du paysage, c'est une portion de territoire telle que perçue par une partie de la population. Donc en fait, si on change la perception du paysage, on change le paysage. Donc ça, c'est un projet de paysage. On a participé à changer le paysage sans rien, juste en prenant des photographies. Je crois qu'on a fini. Merci d'avoir écouté.